bonsoir et merci beaucoup à Chérif Ahmed Tidiane Diop. Soir d'info, la seconde partie qui reçoit, comme il l'a si bien dit, l'économiste Mbaye Ngom. Il est également ingénieur en génie civil, également vice-président du mouvement And Defar Kaolack avec Serigne Mboup. Bonsoir, monsieur Ngom. Bonsoir, Binta. Alors, la première question elle est relative à la hausse des denrées de base constatée ces derniers temps, depuis un bon moment d'ailleurs. En tant qu'économiste, quelle explication faut-il en faire? Merci beaucoup, Binta. Compte tenu de la situation actuelle au Sénégal, nous avons vécu une situation un peu chaotique, on va dire, depuis le Covid, en 2019, mais aussi fin 2019, mais aussi en 2020. C'est parce qu'il faut savoir que les producteurs, de façon générale, qui évoluent dans les filières vivrières au Sénégal, il y en a 60% qui sont quand même impactés. Et parmi ces 60% qui sont impactés, on le ressent sur le prix des denrées de première nécessité au Sénégal. Et donc, du coup, là, nous sommes... Impacté, c'est-à-dire impacté sur la production, parce que si nous savons tous que si nous avons moins de produits, nous avons l'influence sur les prix. Donc, du coup, si on avait plus d'offres, on pourrait avoir des prix qui sont moindres. Mais là, malheureusement, avec l'impact... plus d'offres, c'est-à-dire que vous allez chercher sur le marché international? Non, si je dis plus d'offres, ça veut dire que si la population, les agriculteurs avaient produit plus, ils pourraient avoir l'autosuffisance sur le marché. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'ils ont été impactés, je l'ai dit tantôt, à hauteur de 60%. Donc, par conséquent, sur le prix des denrées de ce qu'on trouve sur le panier ménager. Oui, sauf que les autorités en charge du commerce également nous parlent d'une tension internationale, la hausse des prix du fret maritime, entre autres mesures qui ont fait qu'on ne pouvait pas se passer de ces hausses-là. Est-ce que cela vous rassure? Bon, nous pouvons dire que nous n'avons pas su anticiper, parce que je pense que depuis des années, on parle de l'autosuffisance alimentaire. Donc si aujourd'hui, on nous parle encore de frais, qu'on nous parle aussi de frais externes, c'est parce que nous n'avons pas su anticiper. Je le disais tantôt. Là, ça nous rassure théoriquement quand on l'entend parler, mais sur la pratique, nous sentons tous, ça ne nous rassure pas dans la finalité que la population puisse subir. Nous savons, les prix ont augmenté entre 1,5 à 3%, impactés par le Covid, mais aussi impactés par les autres taxes internationales, excusez-moi, parce que je dis souvent, s'il y a plus de taxes, c'est pas le transporteur qui subit, c'est pas le grand commerçant qui subit, mais c'est la population, c'est les usagers au final qui achètent le produit au final qui sont impactés, donc qui vont payer plus ça. Ce qui veut dire que la hausse va continuer, d'autant plus que le Sénégal est un pays qui importe beaucoup plus qu'il ne produise. On a comme l'impression que c'est le cas. Bon, c'est le cas, ça a toujours été le cas, parce que on sait qu'au Sénégal, nous ne consommons pas ce que nous produisons et nous ne produisons pas ce que nous consommons. Donc c'est pour ça que ça augmente. Et pour moi, il faudra qu'on pense à stopper l'hémorragie, comme on dit, commencer à valoriser les producteurs locaux, valoriser aussi nos ressources naturelles que nous avons ici en local. On peut les citer, il y a le riz, il y a les fruits, il y a aussi les produits halieutiques. Et aussi penser plus à la transformation. Parce que vous savez qu'au Sénégal, nous exportons... Ce sont des mesures à long terme, il faut industrialiser, il faut penser tout cela. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour atténuer un peu cette hausse des denrées de première nécessité? Bon, pour nous, il faut encore négocier, comme je l'ai dit, pour nous, il faut encore négocier les taxes, mais aussi, il faut aussi des subventions de l'État. Mais on dit que ces subventions et ces taxes ne sont pas possibles parce que l'État est super endetté. Est-ce que c'est le cas? Bon, nous avons vu qu'avec le PAP2 accéléré du plan Sénégal émergent, il y a une bonne étude qui a été faite et au final, on nous dit que l'État est endetté. Et l'endettement continue parce que nous savons qu'en 2014, l'État a été endetté à 47%. En 2018, c'est arrivé à 52%. Là, actuellement, nous sommes endettés à 70%. Et nous savons tous qu'avec FMI, le Fonds monétaire international, on dit qu'un État qui est endetté à 70% ne pourra plus payer, donc on est déficitaire. Donc, comme je disais tantôt, il faut
penser à arrêter cette... Ce qui veut dire que cet État-là ne pourra pas activer les leviers de la subvention et des taxes pour pouvoir atténuer un peu le... Une fois arrivé à 70%, oui. Aucun État ou aucune structure internationale ne pourra plus faire confiance à l'État du Sénégal. Mais nous avons encore une petite marge. Donc quand je dis encore une petite marge, c'est faible, mais on a encore de l'espoir. Oui. Par rapport à quoi? On a encore de l'espoir par rapport à, comme je l'ai dit tantôt, il y a des leviers, mais aussi il y a des solutions qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire accompagner les producteurs locaux pour que les gens puissent avoir accès à la commande publique, pour que aussi les producteurs qui sont dans les régions, mais aussi les paysans puissent produire. Et donc pour cela, je pense qu'on pourra quand même, parce qu'il y a un manque à gagner, hein, je pense qu'on pourra quand même peut-être diminuer le taux d'endettement qui est à 67%, qui n'est pas encore diminué. Et dans cette marge-là, on pourra penser à subventionner. Est-ce qu'il y a possibilité de diminuer le taux d'endettement dans ce contexte de Covid où les économies quand même sont à terre? Oui, pour chaque situation, je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Hein. Je pense que le Covid nous a appris beaucoup de choses. Et parmi ces choses, c'est de pouvoir économiser sur les dépenses, telles que les transports. Rationaliser. Mais comme je le disais tout à l'heure, économiser, ce n'est pas uniquement rationaliser, mais aussi on peut penser à diminuer certaines charges. On peut aussi penser à prioriser. Parce que plus on priorise, plus il y a des charges qu'on peut négliger ou que geler jusqu'à l'année prochaine pour pouvoir financer. On a comme l'impression que c'est le problème de cet État-là, le sens des priorités qui nous a menés ici aujourd'hui. Oui, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Bon, on sent qu'on peut dire qu'entre guillemets, on peut tourner un peu en rond, hein, parce que c'est ce que nous sentons tous en tant que Sénégalais, que tout le temps il y a des priorités qui changent chaque année, même chaque semestre ou bimestre, les priorités changent et que la population ne s'y retrouve plus. Donc du coup, il faudrait qu'on commence à penser à des priorités qui intéressent plus à la population sénégalaise. Vous êtes également ingénieur en génie civil. Nous avons vécu ces derniers temps, et nous continuons d'ailleurs à les vivre, des inondations. Selon vous, qu'est-ce qui nous a mené à cette situation-là? Oui, effectivement, d'ailleurs, j'en profite pour présenter les sympathies à toute la population sénégalaise qui sont impactées sur les inondations. Nous voyons que l'année dernière et cette année, c'est quand même des situations qui sont critiques. Moi, en tant qu'ingénieur génie civil, l'œil que je peux avoir dessus, c'est sur deux plans. La première des choses, je le dis tout le temps, nous n'avons pas su anticiper, parce que si on est arrivé à cette situation, c'est parce que dans la chaîne, il y a quand même des services qui ont failli. Donc ça, pour moi, j'ai confiance à l'État du Sénégal. Hein. Ils vont situer les responsabilités et prendre des mesures idoines. Mais maintenant, on ne va pas s'attarder à dire qu'il y a des problèmes. Il faut qu'on trouve des solutions. Trouver des solutions, le premier, c'est de changer de système, parce que la plupart des sites inondables, c'est des sites qui sont des bas-fonds, des sites qui sont des lieux d'eau, des lacs, et que les gens ont habité dessus. Donc, s'ils ont habité, c'est parce qu'ils ont une autorisation de construire, ils ont les documents qu'il faut, nous l'espérons. Et que, à partir de maintenant, il faut qu'on commence à penser techniquement les zones qui sont habitables, et que aussi les promoteurs, l'État puisse les imposer à ce qu'on appelle la viabilisation. On nous parle, déjà au Sénégal, il y a une multitude de promoteurs immobiliers, il y en a beaucoup qui vendent des terrains, mais on nous parle de viabilisation, mais la viabilisation, concrètement, c'est pas le terme technique, parce que on nous vend des sites où il y a l'arrivée peut-être d'électricité, l'arrivée d'eau, il y a des routes qui sont tracées en latérite, mais où est l'assainissement? Où est l'assainissement? Ça pose problème, parce que tous les sites qui sont viabilisés, comme on le vend, ce pas des sites qui sont réellement viabilisés. Donc il faut prendre en compte ça. Et à partir de maintenant, il faut que l'État veille sur ça, à ce qu'on voit des sites qui sont vraiment viabilisés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que, comme on dit souvent, il y a déjà un problème. Maintenant, comment trouver des solutions? Je l'ai dit tantôt, la plupart de ces sites, c'est des sites qui sont sur des points d'eau. Mais il faudra qu'on trouve la solution, c'est de créer, parce que dans chaque site, il y a ce qu'on appelle un point bas. Un point bas, on peut quand même faire un drainage naturel qui va vers ce point bas et puis créer des bassins. Des bassins de rétention et réutiliser
cette eau pour l'agriculture, pour l'aquaculture dans le futur. Je pense que les solutions sont là. Souvent, on nous parle de canalisation parce que déjà, moi, je trouve que pour ces canalisations, le système qu'on le fait, on perd beaucoup de temps. Il faut qu'on puisse agir rapidement. Il y a beaucoup de plans qui sont là. Il y a le plan Orsec qui est là, mais... Déclenché 5 fois. Déclenché 5 fois, mais il faut que ça soit pratique. Il faut que ça soit pratique et rapide. Parce que si on nous parle d'inondation à Keur Massar, si on nous parle d'inondation dans les autres régions du Dakar, nous le vivons nous aussi à Kaolack. Parce que moi je suis Kaolackois, c'est de Kaolack que je viens ce matin. Nous le vivons actuellement au quartier où j'habite. Il y a des inondations à Kaolack. Il y a des inondations de Khahoum. Khahoum, je suis fils de Khahoum. C'est là où j'ai grandi et depuis plus de 20 ans, je vois la même situation. Et chaque hivernage, il y a l'inondation à Khahoum, il y a l'inondation à Kaolack. Et à chaque hivernage, on nous amène des autopompes. Bon, là, quand même, il y a quand même des débuts de solutions. On le voit, il y a un bassin qui a été construit. On est en train de faire la canalisation en béton qui nous prend beaucoup de temps. Mais n'empêche, au final, la population de Khahoum sort de leur maison quand il y a inondation à chaque hivernage. Donc là, actuellement, tous mes voisins sont sortis. Moi, j'arrive à accéder chez moi, mais très difficilement, il me faut faire le tour pour pouvoir arriver chez moi. Donc ça veut dire qu'en réalité, on a des débuts de solutions, mais nous n'arrivons pas à finaliser ces solutions. Nous n'arrivons pas à trouver des solutions finales pour la population. Et que je l'ai dit. Parce qu'on n'a pas mis à profit, par exemple, les experts qui s'y connaissent en aménagement du territoire, en inondation, tout ça. Au lieu de mettre tous les jours des milliards et le résultat n'est pas ça, n'est pas trop ça, est-ce qu'il ne faut pas mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut pour des solutions durables? Oui, au Sénégal, nous avons beaucoup de spécialistes, nous avons la technicité. Je pense que ce n'est pas ça qui manque au Sénégal. Mais quand je parle de pratique, c'est effectivement mettre la personne qu'il faut à la place du faux, mais aussi qu'on soit pragmatique. Éviter de politiser. Éviter de politiser les inondations, éviter de politiser tous les projets du Sénégal de façon générale. Mais quand on arrive là, dès que le projet est lancé, il faut qu'on les donne aux experts. Et je le dis pour chaque... On a comme l'impression également que les collectivités territoriales ne sont pas impliquées dans ce combat contre les inondations. L'État central ne leur donne pas assez de moyens pour pouvoir quand même contribuer à la lutte contre les inondations. Peut-être que l'État les donne des moyens, mais je pense que... Même si elles ne sont pas exemptes de reproches quand même. Les collectivités qui donnent les terrains à construire. Oui, mais je pense que les moyens aussi, il faut aller les chercher. Parce que quand on parle de collectivité et que quand on parle de qu'on est maire ou qu'on est président de conseil départemental, il faut qu'on puisse avoir quand même une force de frappe pour pouvoir mobiliser des moyens, mais aussi des partenaires. C'est l'esprit du président Serigne Mboup, par exemple, parce que je suis le vice-président du mouvement qui veut la mairie de Kaolack. Defar Kaolack, parce que Serigne Mboup, il est candidat à la mairie de Kaolack. D'ailleurs, pour le moment, c'est le seul candidat déclaré, alors qu'on parle des élections qui sont dans 5 mois, au mois de janvier 2022. Et que là, dans le programme du président Serigne Mboup, c'est les sujets qu'on vient de parler. On a parlé d'inondation, nous avons des projets pour Kaolack. Quel genre de projet? D'assainissement, l'assainissement de Kaolack. Comment est-ce que vous comptez combattre ces inondations à Kaolack? Voilà, comme j'ai dit, l'insalubrité quand même de Kaolack. Effectivement, j'ai l'impression que vous avez lu le programme du mouvement And Defar Kaolack, parce que nous, notre objectif, c'est de faire de Kaolack un cadre de vie. Faire de Kaolack un cadre de vie, c'est de faire de Kaolack une ville propre, une ville sécurisée, une ville éclairée, une ville mobile, on va en parler, mais aussi une ville où il y a la sécurité. Donc quand on parle de sécurité, on parle d'inondation, on parle aussi d'assainissement. Moi, en tant qu'ingénieur génie civil, nous avons déjà un projet pour comment assainir Kaolack. Mais justement, dans vos projets de société, quelles sont les solutions que vous proposez? Il y a ce qu'on appelle le drainage naturel, parce que nous savons qu'à Kaolack, par exemple, nous avons le bras de mer, mais nous avons aussi beaucoup de terre. Le paradoxe au Sénégal, c'est que nous disons souvent que nous manquons d'eau et que nous pensons à des projets pour dessaliner la mer.
alors que chaque année, nous avons des inondations, nous avons des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau qui tombent au Sénégal. À Kaolack, par exemple, nous pensons à augmenter les bassins de rétention pour récupérer ces eaux et pouvoir augmenter l'agriculture. Quand on parle d'agriculture au Sénégal, je pense que Kaolack, c'est le bassin arachidier et que nous pouvons utiliser ce levier pour pouvoir développer la filière agricole. Mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, sécurité, mais souvent à Kaolack, c'est une ville carrefour. Nous avons le sel, nous avons l'arachide, mais nous pouvons aussi quand même utiliser d'autres moyens pour pouvoir développer ces produits que nous avons naturels. Et donc c'est ce qui fait que le président Serigne Mboup, en tant que économiste, mais aussi en tant que capitaine d'industrie et les partenaires qui sont déjà prêts à nous accompagner, nous avons mis en place ce programme pour pouvoir développer Kaolack. Donc j'ai dit faire de Kaolack une ville, un cadre de vie, mais nous avons aussi d'autres ressources religieuses, parce que nous savons tous que Kaolack, c'est un site où il y a 4 sites religieux, comme les Mourides, Serigne Bassirou Mbacké, mais aussi à Medina Baye, Kaneen et Niassène. Donc nous, notre objectif, c'est de faire de Kaolack un site où il y a développer le tourisme religieux. Absolument. Développer le tourisme religieux, ça fait partie de développer l'économie de Kaolack. Vous aurez toute l'occasion de dérouler votre projet de société. En tout cas, je vous remercie infiniment, Mbaye Ngom. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes économiste, ingénieur en génie civil et vice-président du mouvement And Defar Kaolack auprès de Serigne Mboup. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.